Manfred von Richthofen, plus connu sous le nom plus prononçable de Baron Rouge, est un aviateur allemand qui a sévi pendant la Première Guerre mondiale. Avec ses 80 victoires confirmées, il est rapidement devenu une légende du combat aérien en pleine ébullition et il a surtout marqué l'histoire de l'empreinte de son célèbre triplan rouge vif. Malgré tout, tout n'est pas toujours rose, de forts doutes planent sur l'esprit chevaleresque qu'on lui prête. C'était pas aussi simple, et c'est justement ce qu'on va voir dans cet épisode de La Petite Histoire avec le retour sur le parcours d'un as des as. Manfred von Richthofen est né à Kleinbourg le 2 mai 1892. Kleinbourg, c'est en Silésie. Et durant cet épisode, je vais me calmer sur les noms allemands. Que quand on fait un épisode sur un allemand, en général, il y a beaucoup de trucs allemands à prononcer et c'est pas toujours facile. Je vais essayer, mais je promets rien. Manfred est issu de l'aristocratie prussienne. Son père est un officier de cavalerie et sa mère n'est autre qu'une baronne. Il fait ses études à l'école de Schweidnitz, on va dire ça comme ça. Et ensuite, à l'âge de 11 ans, dès l'âge de 11 ans, il va se lancer dans une carrière militaire, à la demande de son père évidemment. Il achève donc sa formation en 1911 et rejoint aussitôt une unité de cavalerie, le 1er régiment Ulan. Ainsi, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Richthofen sert comme officier de cavalerie sur le front de l'Est. Mais la Première Guerre mondiale, vous le connaissez, elle va rapidement passer d'une guerre de mouvement assez rapide à une guerre de position où on s'enterre dans des tranchées et où on se bombarde avec de l'artillerie. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, pour un cavalier, c'est pas très intéressant. C'est ainsi que Richthofen va rapidement demander sa mutation dans la Luftstreitkräfte, qui est une nouvelle force aérienne de combat, qui est l'ancêtre de la Luftwaffe. À ce moment-là, l'aviation n'en est qu'à ses balbutiements. Il rejoint donc cette unité et le front de l'Ouest à la fin du mois de mai 1915, et je le précise à nouveau, à ce moment-là, l'aviation est en plein balbutiement. C'est la première fois, en Première Guerre mondiale, que les avions vont être utilisés pour le combat. Auparavant, on utilisait des avions, des aéroplanes, uniquement pour les missions de reconnaissance, des missions d'observation militaire. Une fois sur place, Manfred va être formé par un célèbre pilote de son époque, Oswald Bohlke. Et Manfred va donc s'entraîner sur des avions, mais ça va pas se passer comme prévu. Au début, déjà, c'est pas lui qui pilote, il sert comme mitrailleur. Et ensuite, quand il s'exerce sur des avions, il va en planter pas mal. Lorsque Bohlke décède, c'est Manfred qui va lui succéder à la tête de son escadron de chasse. Et malgré des débuts maladroits, il va rapidement développer un don phénoménal en tant que pilote. Et c'est ainsi que jusqu'à la fin de 1916, avec son Albatros D2, il va faire toute une série de victimes et impressionner ses camarades. Bouquet final de cette première période de combat, le 23 novembre 1916, il tue l'as britannique Lano Hawker. Il commence déjà à se faire une réputation. En janvier 1917, il va abandonner son Albatros D2 pour l'Albatros D3, qui est le modèle qui suit dans la série des biplans de chasse. C'est là que la légende commence, puisque cet Albatros D3, qui n'est pas l'avion le plus connu sur lequel on voit les représentations de Manfred, mais il commence dès cette période à lui donner la couleur rouge. Pourquoi la couleur rouge? Pas pour se la péter, quoique connaissant le personnage, ça lui a pas déplu, mais le principe c'était surtout de servir d'appât, de rendre son avion très visible afin d'attirer les avions ennemis, donc les Anglais et les Français. Et une fois que les avions ennemis ont mordu à l'appât, les camarades de Manfred qui volaient au-dessus des nuages, redescendent et fondent sur eux. Petite stratégie de roublard, mais ça marche bien. Ça marche bien, la preuve, là on est en janvier 1917, il a abattu son 16e avion, il l'a abattu et confirmé, puisqu'à l'époque, lorsqu'on abat un avion, il suffit pas de dire en rentrant, oui j'ai abattu 8 avions, il faut une confirmation visuelle, c'est pour ça que les pilotes, la plupart du temps, se posaient pour aller vérifier et ramener un trophée pour prouver que c'était bien eux qui avaient réalisé cet exploit. Janvier 1917, il en est à son 16e avion abattu et il va recevoir la médaille de l'ordre pour le mérite. Il commence déjà à devenir une légende et c'est ainsi qu'au printemps 1917, on va lui donner la permission, une permission, pour qu'il puisse écrire, en compagnie d'un journaliste, son autobiographie qui va ensuite devenir
un ouvrage de propagande afin d'en faire un exemple et un héros. Lorsqu'il reprend du service, on est au mois d'avril 1917, il abat 20 avions britanniques et il porte le total de ses victoires à 52 appareils ennemis abattus de manière confirmée. Au mois de juin, il change à nouveau d'avion, cette fois il prend un D5 et le 6 juillet 1917, il va être sévèrement touché à la tête et cette blessure va lui laisser de nombreuses séquelles. Il va être pendant une période en convalescence, mais les séquelles vont le suivre. Il va devenir beaucoup plus énervé, beaucoup plus hargneux, beaucoup plus mystérieux, schizophrène, enfin il va changer de personnalité à ce moment-là. Ça ne va pas l'empêcher de revenir. En octobre 1917, il met fin à sa période de convalescence. L'état-major allemand et les dirigeants allemands ne voulaient absolument pas qu'il revienne parce qu'ils craignaient sa mort et ils craignaient que sa mort ne démoralise les troupes. Mais lui, il ne veut rien savoir, il veut retourner au combat. C'est ce qu'il fait en octobre 1917 avec un nouvel appareil. C'est cet appareil qui va le faire rentrer dans la légende. C'est le Fokker 1 triplan et c'est à ce moment-là qu'il va gagner son surnom éternel de Baron Rouge. Enfin, chez les Français et chez les Anglais, on l'appelait plutôt le Diable Rouge, mais Baron Rouge, c'est l'appellation qui est restée. Il va continuer à enchaîner les victoires, il va porter son total d'avions ennemis abattus à 80, et le 21 avril 1918, il va effectuer, même s'il ne sait pas, sa dernière mission. Nous sommes donc le 21 avril 1918, il décolle en compagnie de 9 autres appareils du terrain de Capi, et il se dirige vers le front. Parmi les 9 pilotes qui le suivent, il y a son cousin. Lorsqu'il arrive sur le front, il rencontre une escadrille anglaise de la Royal Air Force. À ce moment-là, il y a un jeune lieutenant canadien qui va prendre en chasse son cousin. Voyant ça, Manfred, qui est devenu le baron Rouge, voyant son cousin menacé, va décider également de le prendre en chasse. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer un autre pilote canadien, Arthur Roe Brown, qui, voyant le baron Rouge dans sa mire, va à son tour le prendre en chasse. Le problème, c'est que l'une des règles principales, il y en avait une dizaine des pilotes allemands, était de ne pas aller au-dessus des lignes ennemies et de ne pas trop s'éloigner du front. Parce qu'évidemment, on avait déjà développé de l'artillerie antiaérienne à cette période. Mais Manfred, qui était en pleine chasse d'un avion ennemi pour sauver son cousin, et lui-même pris en chasse par un pilote canadien, va s'égarer et passer au-dessus du front et s'enfoncer au-dessus des lignes ennemies. Lorsque Manfred se rend compte qu'il a mal géré son coup, il est déjà à très basse altitude, il fait demi-tour, mais il est trop tard puisqu'il va alors survoler l'une des portions les mieux défendues de la Somme. Et j'ai oublié de le préciser, on est en pleine bataille de la Somme. À ce moment-là, au moment où il est en train de se poser, il est mortellement touché par une balle qui lui traverse la poitrine de toutes parts. Néanmoins, il parvient à se poser intact avec son triplan. Il succombe à ses blessures quelques secondes plus tard après s'être posé et c'est ainsi que s'achève l'histoire du célèbre Baron Rouge. Mais son histoire, comme l'histoire de sa mort, reste aujourd'hui encore assez floue. Assez floue pour les circonstances de sa mort, puisque le tir qui lui a été fatal n'a jamais été attribué officiellement à qui que ce soit. D'un côté, il y a les pilotes, dont évidemment Arthur Roe Brown, qui revendique sa mort. Il y a aussi les Australiens qui s'occupaient de la défense antiaérienne. Au final, on ne sait pas ou peu ce qui lui est vraiment arrivé. D'après des analyses balistiques qui ont été menées récemment sur l'avion du Baron Rouge, il semblerait qu'il ait été abattu par une mitrailleuse de la batterie antiaérienne canadienne seulement 20 secondes avant son atterrissage. Néanmoins, il y a un truc qui ne va pas. S'il avait été abattu par le pilote canadien, la blessure qu'il a eue à la poitrine aurait été beaucoup plus grave et il serait mort sur le coup. Pareil pour une balle des batteries antiaériennes australiennes. La conclusion de tout ça, après analyse, après autopsie et après analyse de son avion, c'est que c'est une balle de fusil qui a eu raison du Baron Rouge. Et donc, c'est fort probablement un soldat ordinaire, un soldat lambda qui a tué le Chevalier du Ciel. Et il s'agit d'un Australien. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que Manfred von Richthofen, alias le Baron Rouge, va être enterré avec les honneurs militaires par ses adversaires. Il va tout d'abord être enterré en France, près d'Amiens, dans un cimetière militaire, et ensuite, en novembre 1925, après la guerre et après l'autorisation de la France, son cercueil va passer le Rhin, rejoindre l'Allemagne, et il va être enterré, je crois, dans les années 70,
dans le caveau familial avec son père, sa mère, enfin en compagnie des siens. Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Eh bien, c'était évidemment un excellent pilote, il a bien mérité qu'on en reparle aujourd'hui. C'était le Baron du Ciel, le Baron Rouge, et il a marqué l'histoire de son empreinte à jamais. 80 victoires confirmées, c'est quand même pas rien. Pourquoi l'appelle-t-on Chevalier du Ciel? Parce qu'il a aussi ce petit surnom. Eh bien parce qu'à l'époque des tranchées, à l'époque où il n'y a plus d'actes héroïques, d'actes de chevalerie, puisque tout le monde s'enterre, et la guerre consiste à se lancer dans des attaques meurtrières où on n'a pas d'autre choix que de tuer ou d'être tué, eh bien c'est dans le ciel qu'on va retrouver ces valeurs de chevalerie et de combat héroïque en un contre un, si vous voulez. Mais avec le Baron Rouge, à s'y pencher de plus près, eh bien ce baron était visiblement assez loin d'incarner les valeurs chevaleresques qu'on lui prête. Il y a un historien allemand qui est revenu sur son cas, qui est revenu sur les lettres envoyées à sa famille, sur les archives militaires, et si l'on en croit cet historien, eh ben notre Baron Rouge, c'était pas un mousquetaire, quoi. Après, c'est vrai, faut pas oublier que ça reste un Allemand. Hein. Oui, la germanophobie est encore permise, j'en profite. Parce que ce que nous révèle cet historien, c'est que le Baron Rouge était en réalité un homme sans scrupules qui était surtout motivé par la gloire, par le désir de victoire, et puis son combat s'était transformé en une sorte de chasse à l'homme pour empiler les records et les médailles. Selon lui, il était également un homme sans scrupules qui était impitoyable avec ses adversaires. Par exemple, il leur proposait de se poser tranquillement et ensuite il n'hésitait pas à aller les achever d'une balle dans la tête. Là, c'est pas le chevalier Bayard, quoi. Et concernant ses combats, même s'il était très doué, 80, c'est énorme, il n'y a pas de problème avec ça, l'une de ses stratégies favorites consistait à rester à l'écart des combats et à repérer les avions en difficulté pour leur fondre dessus. Bon, sur War Thunder, je peux comprendre, mais quand on se revendique chevalier, bon. Néanmoins, voilà, le Baron Rouge a marqué l'histoire de sa légende, c'est un as des as, il n'y a aucun doute là-dessus. Il a ensuite servi d'outil de propagande au régime nazi, comme un peu Vassili Zaïtsev côté russe. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que les héros, surtout pendant la Première Guerre mondiale, ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Merci de m'avoir écouté et d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a intéressé comme toutes les semaines. Je vous dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures dans La Petite Histoire sur TV Liberté. À bientôt.